Nous sommes à Paris, en 1868, dans l'ancêtre de l'Assemblée nationale appelé le corps législatif. Alors que Napoléon III a présenté aux députés un projet de loi pour réformer l'armée, les parlementaires semblent rejeter en bloc le texte défendu par son ministre. Pourtant, il n'y aurait pas un seul instant à perdre, car de l'autre côté du Rhin, la Prusse est en pleine ascension. Otto von Bismarck a écrasé l'Empire d'Autriche lors de la bataille de Sadowa, et cette démonstration de force a bouleversé l'équilibre européen. Ce triomphe n'a rien d'un hasard, il est le résultat de réformes militaires menées à l'encontre du Parlement prussien par le futur chancelier. Malgré l'opposition farouche des élus allemands, Bismarck a mis en place la conscription universelle qui enrôle chaque citoyen sous les drapeaux. En plus d'un équipement performant, cette capacité à mobiliser la population lui permet de submerger ses adversaires, et l'Autriche, désormais Autriche-Hongrie, en a payé le prix fort. Malheureusement, à Paris, les discussions pour mettre en place le même type de réforme s'enlisent dans les querelles partisanes. Napoléon III pourrait choisir de passer en force, bien sûr, mais il risquerait de provoquer une crise politique qui serait fatale au régime impérial. La seule question qui se pose, c'est de savoir si la supériorité technologique de l'infanterie française pourra suffire à compenser le manque d'effectifs. Fusils chasse-peau, mitrailleuses, enthousiasme débordant de l'état-major tricolore, la France est encore persuadée qu'elle peut l'emporter face à Bismarck. Le saviez-vous, sous le Second Empire, l'impératrice Eugénie était l'épouse de Napoléon III et elle était connue pour posséder l'une des plus belles collections de bijoux de toute l'Europe. Elle avait notamment à disposition un diadème d'émeraude, confectionné par le joaillier de la cour, ainsi que des colliers de perles et de nombreux diamants. Pour Eugénie, ces objets étaient une façon de se démarquer des autres souveraines et de faire honneur à la cour de France. Napoléon III l'avait d'ailleurs parfaitement compris quand il offra à sa femme une superbe broche de saphir et d'émeraude pour célébrer la naissance de leur fils. Alors vous aussi, démarquez-vous des autres ou offrez le plus merveilleux de tous les cadeaux avec Holzkern, notre partenaire du jour. Fabriqués à partir de matériaux naturels, les produits Holzkern sont faits de bois et de pierre et sont conçus dans un atelier haut de gamme en Autriche. Leur collection renferme par exemple de superbes montres, faites de bois présélectionné, comme de l'érable, du chêne ou du noyer, avec des aiguilles déposées délicatement sur du marbre ou bien sur une feuille. Montres pour hommes ou montres pour femmes, Holzkern propose aussi des bracelets, des boucles d'oreilles ou des bagues à porter en toute occasion pour un look unique et remarquable. Chaque bijou est en plus livré dans un magnifique coffret pour faire une belle surprise. Alors, avec la fête des mères en approche, profitez de 15% de réduction sur tout le magasin Holzkern avec le code BATAILLE. Les produits sont garantis 2 ans et sont fabriqués en quantité limitée pour une production éthique et responsable, parfait pour offrir ou pour vous offrir un cadeau personnalisé. C'est sans risque car les retours et les livraisons sont gratuits et le lien juste en dessous où le code QR affiché à l'écran vous emmènera directement sur le site. Bonne vidéo et à très vite avec Holzkern. En 1867 à Paris, soit 3 ans avant la guerre franco-prussienne, rien ne semble annoncer la venue d'un conflit généralisé sur la frontière. Les habitants comme les étrangers affluent en grand nombre dans la capitale où l'on célèbre la 4e exposition universelle de l'histoire et la 2e en France. Sur le Champ de Mars, devant l'école militaire, et sur la place du Trocadéro, à quelques pas de l'Arc de Triomphe, plus de 50 000 visiteurs déambulent dans un esprit de fête. Les Américains y présentent des nouveaux modèles de scaphandres, les Japonais y font découvrir leurs œuvres d'art, les Italiens défraient la chronique avec leur hydrochronomètre. Il s'agit d'une horloge fonctionnant à l'aide d'une fontaine à eau à une époque où l'électricité n'est pas encore inventée et qui ferait merveille sur les places publiques. Quant aux Français, ils tentent d'épater la galerie avec des nouveaux modèles de ballons qui montent très haut dans le ciel. L'épouse de Napoléon III montre l'exemple en embarquant sur l'une de ses montgolfières et salue la foule depuis les nuages. Bref, la France semble être à la fête en cette année 1867, mais derrière les sourires et le rire de l'impératrice se cache une réalité bien différente. À quelques pas seulement de l'exposition, la classe politique passe davantage son temps à se déchirer sur la question des réformes qu'à célébrer la science. Au bout du Champ de Mars, les théoriciens de l'école militaire comme le maréchal Niel sont en conflit avec les députés du Palais Bourbon et avec les sénateurs du Palais du Luxembourg. Les élus prennent notamment pour cible 2 éléments de la réforme, la conscription universelle et la garde mobile. En effet, lorsque Niel propose d'importer le modèle prussien, il veut mettre fin aux exemptions et obliger chaque Français à passer près de 10 ans de leur vie sous les drapeaux. Tous les jeunes de 20 ans seraient appelés au service militaire, soit dans l'armée active, soit dans la réserve, avant d'être basculés pour 4 à 5 ans dans la défense territoriale. Appelée garde mobile, cette nouvelle unité est une copie de la Landwehr des Allemands et doit assurer la défense des places fortes et le maintien de l'ordre. Seulement, bien que le maréchal justifie ce plan par le besoin d'avoir 1 million d'hommes, les parlementaires y voient une tentative de militariser la société.
Un sénateur appelé le comte de la Ruée, par exemple, estime que la réforme est contraire aux valeurs bonapartistes. Le Second Empire a lancé les Français sur la voie de l'industrie et du commerce, écrit-il. Les citoyens sont devenus marchands, entrepreneurs, inventeurs. Le pays se prend désormais de passion pour les sciences et le nombre de tickets vendus à l'exposition universelle tend à le montrer. En conséquence, conclut le comte, les instincts guerriers de la nation se sont affaiblis. La militarisation de la société irait à l'encontre des valeurs révolutionnaires que les Bonapartes sont justement censés protéger. Maintenant, l'empereur pourrait théoriquement faire fi de l'opposition parlementaire et imposer sa volonté à la manière d'un autocrate. Le régime impérial dispose après tout des moyens policiers pour forcer l'adoption d'un texte de loi, comme le souverain l'a d'ailleurs montré plusieurs fois. Seulement, au moment des débats sur la loi Niel, Napoléon III a déjà 60 ans. Il est atteint d'une maladie grave qui l'affaiblit considérablement et il n'a ni l'énergie ni l'abnégation pour affronter les députés. De plus, si vous avez suivi les épisodes précédents, vous savez que le régime impérial s'ouvre lentement au débat démocratique. En 1868, la censure de la presse est complètement levée et les journalistes relaient massivement les débats autour de la réforme. Quotidiens nationalistes, éditoriaux de gauche, hebdomadaires royalistes, la critique contre le pouvoir se diffuse rapidement auprès de la population. Si l'empereur se comportait comme un dictateur, il risquerait de déclencher une crise politique voire une émeute qui s'avérait fatale à sa dynastie. Alors, lorsque le projet de réforme est finalement voté, il est tellement mutilé par les débats parlementaires qu'il donne des résultats décevants. Non seulement la conscription universelle est abandonnée, mais l'armée est également sous-financée et la garde mobile est sous-équipée. Les députés refusent la plupart des crédits de guerre à Napoléon III et balaient ses avertissements d'un revers de main. Pour cause, les débats sont influencés par l'état-major français qui, contrairement à son souverain, ne craint pas d'affronter Bismarck sur le champ de bataille. Dans les cercles d'officiers supérieurs, on aime rappeler que la France a vaincu la Russie, la Chine, l'Autriche et que le Second Empire est quasiment invaincu jusqu'ici. Les plus chauvins se rappellent également des batailles d'Iéna en 1806 et de Ligny en 1815, au cours desquelles les Français avaient écrasé les Prussiens. Pour les généraux, le fait que l'empereur reconnaisse la supériorité allemande les blesse fortement dans leur ego et certains ne comprennent pas son attitude. Bref, parce que ces avis sont relayés par la presse, l'optimisme de l'état-major français conduit à sous-estimer le danger prussien. La France n'augmente que faiblement ses effectifs, portés théoriquement à 800 000 hommes, sans avoir de garantie sur le succès de sa mobilisation. Berlin et ses alliés, qui disposent de l'expérience acquise en 1866, sont sûrs et certains de réunir au moins 1 million d'hommes. De l'autre côté du Rhin, Bismarck, en tant qu'ancien ambassadeur de Prusse à Paris, est parfaitement au courant de l'atmosphère qui règne chez son voisin. Il y voit même un paradoxe, car l'Empire libéral place les Français sous l'influence de journalistes agressifs, là où le souverain qui auparavant avait tous les pouvoirs essaie de calmer le jeu. En 1869, Napoléon III appelle par exemple plus de 10 millions de citoyens à voter pour leurs députés. La politique étrangère s'invite bien évidemment dans le débat public et les grandes villes françaises sont inondées de discours patriotiques qui voient dans l'unité allemande une menace pour le pays. La presse, désormais libre, appelle les candidats à prendre position à ce sujet et la diplomatie de l'empereur est prise à partie. Ensuite, début 1870, le souverain appelle les citoyens à s'exprimer par oui ou par non lors du troisième grand plébiscite de l'histoire du Second Empire. Son objectif est de doter la France d'une nouvelle constitution et d'approuver ses efforts en faveur de la libéralisation du régime, c'est-à-dire la liberté parlementaire et de la presse. Cependant, comme lors des élections législatives, la presse s'empare encore du sujet allemand et appelle le souverain à se montrer plus ferme face à Bismarck. Le ministre prussien est attaqué, caricaturé, vilipendé, les journalistes comme les députés agitent les sentiments nationalistes pour mobiliser leurs partisans. À Berlin, Bismarck est conscient de la fièvre chauvine qui s'empare des relais d'opinion français et prépare en secret l'un des plus grands coups de poker de l'histoire diplomatique. Il veut pousser Napoléon III à lui déclarer la guerre, de façon à faire passer la Prusse pour la victime, car c'est uniquement de cette façon que les États germaniques viendront à son secours. Le cas échéant, et parce que le ministre est certain de remporter la guerre, il compte sur l'euphorie de la victoire pour unifier l'Allemagne autour de lui. Son roi, Guillaume Ier, s'afficherait dans ce scénario en protecteur de tous les Allemands face à une France agressive, et ces derniers le nommeraient empereur en guise de reconnaissance. La Bavière, le Hanovre, la Saxe, les autres États de la Confédération, tous conserveraient une part d'autonomie mais seraient confondus dans un grand empire allemand. C'est donc en triomphant contre la France que Bismarck veut terminer le processus d'unification de l'Allemagne et en faire le nouveau poids lourd de l'Europe. En 1869 et 1870, la France est en pleine période électorale et l'opinion publique dans les grandes villes est toujours vent debout contre la Prusse. Le plébiscite organisé par Napoléon III remporte un oui massif à plus de 80%, confirmant son intuition en matière de politique intérieure, quoique sa diplomatie est toujours autant critiquée.
Ainsi, lorsque Bismarck multiplie encore les provocations à son encontre, la situation devient explosive, surtout quand ce dernier s'ingère dans les affaires espagnoles. L'Europe apprend en effet que le trône d'Espagne est vacant, c'est-à-dire que la couronne n'a plus d'héritier et que la France a bien évidemment positionné son candidat. Cependant, Bismarck, qui anticipe parfaitement la réaction de son voisin, estime que le prince allemand Léopold de Hohenzollern ferait un meilleur roi d'Espagne que le candidat français. C'en est trop pour les journalistes parisiens qui exigent cette fois-ci de Napoléon III une réponse extrêmement ferme à l'égard de la Prusse. À la demande de Paris, Guillaume Ier retire la candidature allemande, mais le Bonaparte en remet une couche en lui demandant de le faire par écrit. Il envoie même un diplomate pour faire pression sur le roi alors que celui-ci est en vacances dans une station thermale. Mi-juillet 1870, l'envoyé arrive au lieu de villégiature et rencontre le roi de Prusse qui se montre agacé. Guillaume Ier écrit à Bismarck un télégramme dans lequel il fait savoir son étonnement face à l'insistance française, télégramme connu historiquement sous le nom de dépêche d'Ems. Il y écrit notamment que la candidature allemande au trône d'Espagne a déjà été retirée, que son gouvernement est hors de cause et que l'envoyé de Napoléon III a été très insistant. Il laisse donc à Bismarck le soin de clôturer cette affaire et conclut en ces mots « J'ai transmis à l'envoyé la réponse définitive du candidat allemand au trône d'Espagne via mon aide de camp ». Le 13, Bismarck fait parvenir à la presse une version légèrement modifiée de la dépêche d'Ems. Il utilise des termes comme refus, plus rien à communiquer, des mots qui laisseraient penser que l'envoyé de Napoléon III a été congédié. Ce n'est pas vrai bien sûr, car le roi l'a effectivement rencontré, mais la façon dont le télégramme est écrit jette de l'huile sur le feu. De plus, que ce soit la faute de Bismarck ou pas, la version française fait une erreur de traduction sur le terme aide de camp. En allemand, aide de camp se dit adjutant, ce qui désigne un poste très recommandable, mais il est traduit à Paris comme adjutant, un poste de sous-officier. La dépêche déjà modifiée par Bismarck se conclut donc en « Le roi de Prusse a communiqué sa décision via un adjudant de service », ce qui voudrait dire que Napoléon III a été insulté. Guerre, entend-on en France, les députés comme les généraux considèrent la dépêche comme un incident diplomatique. L'opinion publique française est chauffée à blanc par cette ultime provocation prussienne, et l'empereur n'a pas d'autre choix que de confronter Bismarck. Le 13 juillet 1870, en pleine crise diplomatique franco-prussienne, Bismarck jette un pavé dans la mare en livrant à la presse une version trafiquée de la dépêche d'Ems. Il laisse entendre que l'envoyé de Napoléon III a été congédié par le roi Guillaume Ier alors que ce dernier l'a bien reçu en déclinant toutefois ses principales demandes. Mais qu'il y ait une guerre ou pas, l'état-major prussien assure au roi et à son ministre que l'armée est prête à réitérer l'exploit de Sadova. La Prusse semble en position de force, si bien que tous les yeux sont rivés sur l'empereur des Français. Malade, fatigué, inquiet, le Bonaparte est désabusé lorsqu'il apprend que les députés du corps législatif se sont réunis à Paris le 15 juillet. 2 jours seulement après la dépêche d'Ems, les élus reprennent les arguments bellicistes de la presse et demandent au souverain de déclarer la guerre. Galvanisés par les pouvoirs accrus que leur a conféré le plébiscite de 1870, les députés du Parlement se réunissent dans une salle vibrante d'écho patriotique. La majorité bonapartiste se laisse emporter par le chauvinisme et vote avec empressement les crédits de guerre, même si l'assemblée précédente avait réduit le budget de l'armée. Soudain, la voix d'un des chefs de file des libéraux, Adolphe Thiers, que nous avions rencontré à de multiples reprises dans la série, s'élève au-dessus des voix. « Vous n'êtes pas prêts », tonne-t-il à l'encontre des députés. La machine militaire prussienne est selon lui bien mieux préparée à un conflit de grande ampleur, et les victoires tricolores contre les Mexicains ou les Kabyles n'y changeront pas grand-chose. Son avertissement est entendu par une partie des élus, mais il est balayé par l'assurance du maréchal Leboeuf, le nouveau ministre de la guerre. « Nous sommes prêts, archi prêts, répond-il à Thiers. La guerre pourrait durer 2 ans, il ne manquerait pas un seul bouton de guêtre à nos soldats. Les boutons de guêtre sont des accessoires que les soldats attachent à leurs chaussures et l'expression laisse entendre que l'armée s'est bel et bien préparée pour le conflit. Ainsi, au cœur du tumulte, Napoléon III répond tout simplement « Je suis un souverain constitutionnel ». Il a voulu faire de la France un pays libéral, eh bien il assume, et il met son pays sur le pied de guerre. En revanche, même si l'empereur est très affaibli par sa maladie, il sent que l'avenir de sa dynastie est en péril et qu'il a besoin du soutien des autres grandes puissances. Vienne, encore meurtri par l'humiliation de Sadova, pourrait saisir cette chance de revanche, tandis que Saint-Pétersbourg, méfiant face à l'unification allemande, pourrait y voir son intérêt. Bien que l'Angleterre soit toujours brouillée avec Paris, l'Italie pourrait également se sentir redevable et combattre à ses côtés. Alors, pour réussir, une seule condition, remporter une victoire rapide, éclatante, qui donnerait confiance à ses partenaires hésitants. Napoléon III mise tout sur l'armée du Rhin pour déclencher la première offensive et jeter immédiatement 200 000 hommes en territoire ennemi.
Grâce à la puissance de feu du chassepot, vue dans la vidéo précédente, l'infanterie française pourrait s'enfoncer sur une centaine de kilomètres. Une fois fait, les vétérans désorganiseraient les communications prussiennes, prépareraient l'arrivée des mobilisés et repousseraient la contre-attaque allemande en utilisant des mitrailleuses. L'empereur a acheté sur sa cassette personnelle une centaine de modèles et en a équipé son artillerie, après que l'Assemblée lui ait d'ailleurs refusé les crédits. De conception belge, les mitrailleuses Réfi tirent à répétition sur la cible et pourraient en théorie annuler la supériorité numérique allemande. Le 19 juillet, Napoléon III, qui ne veut pas désapprouver encore une fois l'opinion publique, déclare la guerre à la Prusse. Ces alliances ne sont que théoriques, là encore, car ni l'Autriche, ni la Russie, ni l'Italie ne s'engagent officiellement à ses côtés, mais l'armée tricolore est pleine d'enthousiasme. Quant à Bismarck, tous les États germaniques s'engagent bien à ses côtés comme il l'avait prévu. Les pays de la Confédération de l'Allemagne du Nord répondent présents et ils sont rejoints par la Bavière, par le Wurtemberg et par le Grand-Duché de Bade, qui considèrent la France comme un agresseur. Reste donc à savoir si le pari français peut réussir et si l'armée du Rhin peut tenir le front avant la jonction des armées allemandes. Du 19 au 31 juillet, les appels aux armes sont donnés partout dans le pays, mais contrairement à ce qu'on aurait pu croire, l'enthousiasme des généraux perd très vite de son élan. Les 200 000 hommes de l'armée du Rhin sont des professionnels ou des conscrits et sont bien en place, seulement derrière, la mobilisation est complètement improvisée. Dans les zones rurales, les maires se rendent compte que les registres ne sont plus tenus à jour. Ils ne savent pas combien il y a d'habitants dans leur commune, ils ignorent où habitent ceux qui sont en âge de porter les armes, ils enrôlent parfois au hasard leurs administrés. Des milliers de jeunes Français sont envoyés pêle-mêle sur les routes vers les 2 dépôts de l'armée du Rhin qui se situent à Strasbourg ou à Metz. Les compagnies de chemin de fer tentent alors de transporter les soldats, mais les gares ne sont pas dimensionnées pour accueillir autant de monde. Pire, quand bien même les mobilisés arrivent à destination, les officiers ne savent pas les affecter. Les listes transmises par les mairies sont en effet incomplètes, si bien que l'armée n'a aucune idée de qui sont les soldats qui se présentent à eux. Ainsi, les mobilisés errent sans but autour des dépôts et ne rejoignent pas leurs unités. Un certain général Michel se retrouve par exemple tout seul lorsqu'il prend ses quartiers à Belfort et fait part de son incompréhension par télégraphe. « N'ai pas trouvé ma brigade », écrit-il à ses supérieurs. « N'ai pas trouvé mon commandant, n'ai pas trouvé mon unité, que faire ?» Ces mots sont symptomatiques des premiers jours de la guerre et de l'impréparation totale de l'état-major français. De l'autre côté, la Prusse fait une simple répétition de la mobilisation réussie de 1866 et réunit une armée gigantesque en seulement 2 semaines. Sous la direction du général en chef von Moltke, 450 000 hommes sont acheminés de façon parfaitement synchronisée vers les dépôts du Palatinat. Les Allemands profitent notamment du réseau de chemins de fer très dense de la Ruhr pour se déployer en bon ordre et sont déjà prêts à marcher sur la France moins de 15 jours après la déclaration de guerre. En plus, lorsque l'empereur des Français arrive au quartier général de Metz le 28 juillet, il ne reçoit aucune information sur l'état du rapport de force. Nous avons 10 jours d'avance sur l'ennemi, se contente-t-il de dire alors qu'il y a déjà 2 Allemands pour 1 Français sur la frontière. Aucune mission de reconnaissance n'est lancée en territoire prussien, si bien que les tricolores agissent à l'aveugle. Quant à la stratégie française, Napoléon III avait bien esquissé un plan d'attaque, mais sa maladie l'empêche de prendre le commandement des opérations. Bazaine, depuis Metz, ou MacMahon depuis Strasbourg, ne peuvent même pas prendre le relais, car ces 2 maréchaux sont davantage rivaux que collègues. Le premier est d'origine modeste et a fait ses armes au Mexique, le deuxième est un aristocrate qui a gagné ses galons à Sébastopol, ils sont en compétition auprès de l'empereur. Le souverain ne peut plus jouer le rôle d'arbitre qu'il assumait en 1859 en Italie, et son plan d'invasion reste à l'état de simple concept. Le 4 août, les Français commencent leur offensive en portant le 2e corps vers la ville de Saarbrücken. La garnison prussienne, peu nombreuse, est facilement délogée et les tricolores se déploient dans la ville dans l'attente d'instructions supplémentaires. Malheureusement, le même jour, une nouvelle inquiétante parvient au commandement. À environ 80 km de là, une brigade de tirailleurs algériens est surprise lors d'une attaque allemande sur la colline de Wissembourg. Aucune reconnaissance n'a été faite en amont et MacMahon estime la force ennemie à environ 125 000 hommes, soit bien plus que ses 90 000 soldats. Le maréchal ordonne le repli vers Freuschwiller et demande à Bazaine des renforts, mais celui-ci apprend entre-temps que le 2e corps est attaqué à son tour. Le 6 août, alors que la ville de Saarbrücken venait d'être évacuée, 45 000 Prussiens engagent 30 000 tricolores à Forbach-Spitscheren. L'ennemi a passé la Sarre très facilement et à sa grande surprise, car les ponts sur la rivière n'ont pas été détruits par les Français. Les officiers du 2e corps ont laissé les passerelles intactes et ont même oublié de désactiver le télégraphe, donnant presque aux Allemands un cadeau de bienvenue. Bazaine, depuis Metz, devrait envoyer le 3e et le 4e en renfort, sauf que MacMahon réitère ses appels au secours depuis l'Alsace. Le héros de Sébastopol s'est fait prendre de vitesse et l'envahisseur profite de l'étonnante dispersion de ses corps d'armée. Le 5e et le 7e, trop éloignés du 1er corps pour lui venir en aide, le laissent soutenir l'assaut de 125 000 Allemands avec seulement 40 000 hommes.
Lors des batailles de Fort Bar-Spitscheren et de Fröschwiller, les tricolores sont engagés par deux armées allemandes de façon simultanée. Les Prussiens accordent une large autonomie à leurs généraux en leur permettant de manœuvrer plus librement, et cette souplesse s'accompagne aussi de solidarité entre leurs unités. C'est tout l'inverse du fonctionnement de l'armée française, suspendue à l'arbitrage d'un Napoléon III affaibli, et les conséquences s'en font rapidement ressentir. En Alsace, la contre-attaque de MacMahon ne manque pas de courage, mais les charges de cavalerie tournent rapidement au sacrifice. Lors du combat de Reichshofen, par exemple, à quelques kilomètres en avant du premier corps, les cuirassiers sont pris au piège. Alors qu'ils cavalent dans les villages à la recherche des Allemands qu'ils pensaient surprendre, ces derniers surgissent tout à coup depuis les fenêtres et leur tirent dessus à bout portant. Pendant plusieurs heures, les combats urbains font rage dans les ruelles où les cavaliers sont à leur désavantage et certaines unités sont décimées. Vive la France, crie le général Michel pour allier ses hommes, puis ses cuirassiers repartent en avant vers une mort certaine. Les assauts de Reichshofen sont considérés comme un acte de bravoure militaire, quoiqu'ils n'ont pas réussi à sauver les troupes de MacMahon. Quant aux mitrailleuses, elles étaient censées combler l'infériorité numérique française, mais l'état-major les a déployées en arrière des lignes avec les artilleurs. Dès lors qu'elles tirent, elles sont facilement repérées par les Prussiens qui les prennent pour cible grâce à leurs canons Krupp plus puissants et plus précis. Tel que nous l'avions vu dans la vidéo précédente, l'artillerie allemande fait parler de sa supériorité et neutralise le meilleur atout technologique de Napoléon III. Du 7 au 10 août, après deux défaites, Napoléon III commence à se rendre compte de l'ampleur du désastre. À Fort-Bar, ni le 3e ni le 4e ne sont venus au secours du 2e corps et les critiques commencent à pleuvoir sur le maréchal Bazaine. Les troupes vaincues se replient sur Rémilly, soit 65 km en arrière, et l'empereur prend ses dispositions pour la défense de Metz. La citadelle peut théoriquement servir de base arrière pour lancer une contre-offensive, mais les Allemands entrent en Lorraine avec plus de 200 000 hommes. Les Français n'ont pas les effectifs suffisants pour les repousser et les renforts promis par la mobilisation ne sont pas près d'arriver. De plus, reste à savoir ce qu'il adviendra de l'Alsace, car le maréchal de MacMahon ne peut pas non plus la défendre. Lorsqu'il arrive près de Phalsbourg, ses unités sont à 100 km de celles de Bazaine et les Prussiens sont toujours aussi nombreux. Strasbourg est donc indéfendable, et MacMahon doit céder toute une région après une seule bataille. Sa cavalerie lourde est décimée, les routes sont engorgées, les civils commencent à fuir l'arrivée de l'ennemi qui s'enfonce sur un terrain vide. Le général prussien von Moltke a parfaitement manœuvré et il a peut-être déjà gagné la guerre. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous soutenir en visitant le site de notre partenaire du jour, Holzkern, avec ses bijoux en bois et en pierre. Pour la fête des mères ou pour toute occasion, offrez-vous de merveilleux cadeaux avec une montre, un collier, une bague ou encore des lunettes de soleil. Avec le code bataille, vous aurez 15% de réduction sur votre commande. Quant à nous, nous serons de retour très vite pour la suite de la campagne et nous saurons quelles sont les chances de Napoléon III face aux Prussiens. L'empereur a peut-être déjà perdu la guerre et l'armée française est au bord de la débâcle.